Bonjour à tous. Vous avez sans doute en mémoire les deux vidéos sur les expositions universelles de 1855 et 1867. Sinon, n'hésitez pas à aller les voir ou revoir grâce au lien qui s'affiche en haut de l'écran. Après la guerre de 1870 contre la Prusse et après la Commune de Paris, la Troisième République, dont la nouvelle constitution est votée en 1875, veut montrer que la France est de retour parmi les grandes puissances. Le nouveau régime va donc organiser dès 1876 l'exposition universelle qui se déroulera en 1878. Partons tout de suite à la découverte des trésors exposés pendant cet événement extraordinaire. Et parce que cela me motive toujours plus de vous savoir au rendez-vous à chaque billet, n'hésitez pas à m'encourager en likant la vidéo, en la commentant, en la partageant sur les réseaux sociaux ou même en vous abonnant à la chaîne. Merci et on se retrouve juste après le générique. En cette belle journée de 1878, vous vous rendez tout près du Champ de Mars, sur la colline de Chaillot. C'est là qu'en 1826, Louis XVIII avait organisé une fête militaire en l'honneur de la prise de Trocadéro en Andalousie. D'inspiration mauresque et néo-byzantine, le palais de l'Exposition est imaginé et conçu par les architectes Daviou et Jules Bourdet en 1877 et prend tout naturellement le nom de palais du Trocadéro. Il est composé de deux ailes en forme de demi-cercle, reliées par une partie centrale, circulaire, et flanquée de deux tours. La statuomanie du XIXe siècle est à son apogée, avec notamment les 4 statues monumentales de la fontaine du Trocadéro, aujourd'hui visibles sur le parvis du musée d'Orsay. De l'autre côté de la Seine s'étend le palais du Champ de Mars. Gigantesque bâtisse de verre et d'acier, il regroupe les pavillons étrangers ainsi que la halle des machines. Alors que le palais du Trocadéro sert essentiellement de salle de concert et de palais des congrès, la rue des Nations du palais du Champ de Mars nous offre à voir les merveilles du monde entier. Les Anglais font découvrir les trésors venus d'Inde, collectionnés par le prince de Galles, fils de la reine Victoria, tandis que la Suisse expose sa célèbre horlogerie. Le pavillon de la Russie est une réplique de la maison natale du tsar Pierre le Grand. De son côté, l'Italie présente des verreries de Murano. N'hésitez pas à faire une pause gourmande. Les 4 angles du palais du Champ de Mars sont flanqués de débits de boissons et des chaises permettent aux visiteurs de déjeuner devant les différents pavillons nationaux. Vous pouvez ainsi déjeuner en Chine et dîner en Australie. En guise de digestif, François Lacaze-Pounsou vous fera sans doute déguster son rhum, produit de l'usine Marquisa de Capesterre, en Guadeloupe, et pour lequel il remportera une médaille. Allez ensuite du côté du stand de l'entreprise Pictet, fondée par le physicien Raoul Pictet, pour déguster les desserts conçus grâce à leur machine, capable de fabriquer 24 000 kg de glace par jour. C'est cette même société qui a réalisé en 1876 la première patinoire artificielle à Chelsea. Parmi les curiosités de l'exposition, citons encore la machine pour boissons gazeuses de La Chapelle, ou encore une machine permettant de fabriquer 100 fers à cheval à l'heure. Au fur et à mesure de votre visite, vous constaterez combien l'exposition de 1878 donne un avant-goût des progrès prodigieux que connaîtront la fin du XIXe siècle et le XXe. La boule à écrire, première machine à écrire inventée par Rasmus Malling Hansen en 1865, est ainsi la première machine à écrire ayant été commercialisée. Il s'agit en fait d'un arrangement de 52 touches à piston sur un large hémisphère en laiton, l'ensemble ressemblant à une grande pelote d'épingle. L'objectif de l'inventeur était de créer une machine plus rapide que le crayon. Au fur et à mesure des améliorations, elle est dotée dès 1875 des éléments essentiels qu'on retrouve dans toute machine à écrire qui se respecte. Un ruban fait à partir de papier carbonisé, les lettres les plus fréquentes positionnées sous les doigts au repos, un mécanisme à échappement pour faire défiler la feuille, de nouvelles touches, espace, tabulation, retour à la ligne, changement de ligne, et une cloche pour indiquer la fin de la ligne. La machine sera fabriquée en 180 exemplaires et utilisée dans les bureaux londoniens jusqu'en 1909. Nietzsche également va l'utiliser pour écrire plusieurs manuscrits. Fabriquée de manière artisanale, elle sera abandonnée car difficilement industrialisable. Sa cousine, la machine Scholz et Glidden, rebaptisée Remington numéro 1,
et exposée également en 1878, sera quant à elle la première machine à rencontrer un succès mondial, précisément parce qu'elle est facilement industrialisable à grande échelle. Deux inventions de Thomas Edison, montrées cette année-là, marqueront également durablement la société. La version améliorée du téléphone de Graham Bell, dont le brevet a été déposé en 1876, et le phonographe. Edison propose ainsi aux visiteurs d'enregistrer leur voix sur des feuilles d'aluminium enroulées autour d'un cylindre. Le support, fragile, ne supporte que quelques lectures avant d'être inaudible. En souvenir, l'inventeur donne ensuite la forme abîmée à l'orateur enregistré. C'est notamment grâce à une de ces feuilles retrouvées que des techniques modernes ont pu restaurer un de ces sons captés cette année-là. Il s'agit ainsi du plus vieil enregistrement sonore connu. Le voici. Carlos von Linde présente de son côté une machine servant à réfrigérer les denrées alimentaires. Munie d'un système de gaz d'ammoniac comprimé, elle va progressivement entrer dans tous les foyers pour devenir le réfrigérateur que chacun utilise. Regardons à présent le praxinoscope. Cette étrange machine n'est autre que l'ancêtre du dessin animé. Il s'agit d'un jouet optique inventé par Émile Reynaud en 1876. Je vous propose tout de suite de découvrir le principe du praxinoscope grâce à cet exemplaire acheté à l'Institut Lumière de Lyon. Le principe, une bande interchangeable avec des dessins est disposée à l'intérieur d'un tambour qui tourne autour d'un axe. Émile Reynaud a ajouté à l'intérieur du tambour un cylindre à facettes sur lequel sont disposés 12 petits miroirs. Au cours de la rotation de l'appareil, les images réfléchies des 12 images de la bande se substituent les unes aux autres sans quitter le centre de l'appareil. Avec le jeu de la persistance rétinienne, on obtient une impression de mouvement. Le palais du Trocadéro lui-même s'inscrit dans ce mouvement de progrès. Il est doté, et ce pour la première fois à une si grande échelle, d'une grande salle de concert où l'air est recyclé. L'air frais puisé dans l'ancienne carrière du sous-sol du palais remplace en continu l'air vicié qui, lui, est expulsé à l'extérieur du bâtiment. Enfin, Amédée Bollé présente quant à lui deux véhicules à vapeur. Il s'agit de l'autobus L'Obéissante, conçu en 1873, et de la voiture baptisée La Mancelle, créée en 1878. Ce sont les premiers engins automobiles qui soient réellement satisfaisants par leur vitesse et leur maniabilité. C'est pourquoi ils sont considérés aujourd'hui comme des ancêtres des automobiles modernes. À cette époque, la Mancelle, éditée à 50 exemplaires, a une qualité qui lui fera connaître un petit succès commercial pour l'époque. Son poids. L'amélioration de la technologie à vapeur et de la qualité des routes lui permet de ne pas excéder les 2,7 tonnes. En 1878, elle réalise l'exploit de mener à son terme le trajet qui va de Paris à Vienne, en Autriche, ce qui lui vaudra une médaille d'or à l'exposition universelle. Sur le flanc de la colline de Chaillot, vous pourrez toujours admirer l'aquarium construit pour la précédente exposition. Regardez ces fontaines présentées également lors de l'événement. Vous les avez certainement déjà vues dans les rues de la capitale. Subventionnées par Sir Richard Wallace, elles ont pour but d'assurer un approvisionnement en eau gratuit aux plus démunis, tout en restant esthétiques. Enfin, deux attractions incontournables vont marquer cette exposition universelle. Les visiteurs peuvent ainsi monter à bord du ballon captif de l'ingénieur Henri Giffard. Cet aérostat, relié à la Terre par un câble, décolle du jardin des Tuileries pour monter jusqu'à 600 mètres d'altitude. En à peine 2 mois, la nacelle de l'ingénieux Henri fait voler 35 000 personnes, autant que depuis le début de l'aérostation, soit un siècle environ. Mais le clou du spectacle est sans doute cette tête creuse gigantesque. Oui, vous l'avez reconnu, c'est la tête de la Statue de la Liberté. Depuis les jardins du Champ de Mars, les visiteurs peuvent pénétrer à l'intérieur jusqu'au diadème au moyen d'un escalier de 43 mètres, moyennant la somme de 5 centimes. À présent, il est temps de rentrer.
Comme le déplore l'écrivain Émile Zola cette année-là, vous aurez bien du mal à trouver une voiture pour vous ramener chez vous. Les véhicules et leurs cochers sont littéralement pris d'assaut par la foule des visiteurs qui se pressent de mai à octobre dans les allées de l'exposition. Alors, si vous êtes à pied, faites un crochet par l'avenue de l'Opéra. Là, pas moins de 32 globes, équipés chacun de 6 bougies électriques Jablochkov, les toutes premières ampoules, illuminent le quartier pendant environ 1 heure. L'avenue de l'Opéra est ainsi la toute première artère au monde à bénéficier d'un éclairage public électrique. Et en traversant cette allée de lumière, vous entendrez peut-être résonner, en provenance d'une taverne voisine, les notes de cet hymne écrit par le chansonnier socialiste Paul Brousse en 1877. Le drapeau rouge.